De retour en ondes sur 99media.org et nous sommes en direct de l'Université du Québec à Montréal dans le cadre de la Semaine Citoyenneté et Handicap. Si vous voulez vous asseoir, on va commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième partie de la Semaine Citoyenneté et Handicap qui a lieu sous l'égide de l'Institut Santé et Société. Je souhaite la bienvenue à Karine Tremblay qui est ici avec nous aujourd'hui. Ce matin, on a couvert 4 beaux champs, toujours dans la journée droit à l'éducation. Et la deuxième partie aujourd'hui des 2 prochains ateliers vont avoir également le droit à l'éducation. Celui de 13h, c'est le droit à l'éducation des étudiants qui ont un trouble d'apprentissage ou un trouble de santé mentale à l'université, qui sont-ils? Et cet après-midi, ça va être sur le lancement de capsules de sensibilisation sur la déficience visuelle. Et l'atelier va avoir lieu à 15h à la salle DS 1950, juste au pavillon des services à la vie étudiante au premier étage. Donc, cet atelier-ci, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter 2 personnes que j'aime beaucoup. Je suis sûr que vous allez apprécier l'atelier. Il s'agit de Marie Ducharme, qui est également conseillère à l'accueil des étudiants en situation de handicap, donc je travaille avec elle au quotidien, et qui est également conseillère d'orientation. Et Danielle Bédard, qui est directrice adjointe du responsable de programme de soutien aux études collégiales et universitaires à Prise 2 au Centre de réadaptation santé mentale. Si vous vous rappelez un peu les statistiques que j'ai présentées ce matin, plus la politique institutionnelle présentée par Dolores Sotero, il y a un axe partenariat interne et externe. Donc, dans l'axe de partenariat externe, il y a un partenariat déjà depuis 4 ans avec Prise 2 pour tout le soutien et le support aux étudiants ayant une problématique de santé mentale. Et rappelez-vous, au regard des statistiques, que ça représente 66% de la clientèle dans le réseau universitaire. À l'UQAM, sur les 900 quelques étudiants, c'est presque 600 étudiants qui sont aux prises avec un handicap non visible, dans lequel il y a des étudiants avec des troubles d'apprentissage ou des étudiants qui ont une problématique de santé mentale. C'est 2 vases complètement opposés, mais qui demandent également des défis reliés à l'aménagement et à la réussite du parcours universitaire. Donc, je laisse la parole à Marie et à Daniel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, bon, alors, bonjour. Avant de commencer, moi, j'aurais un petit exercice à vous faire faire. Il faut de préparer, ça va me donner un petit peu d'informations sur ce que vous avez comme perception et qui va me servir aussi pour toute l'atelier. J'ai comme 2 questions avec 2 feuilles. Je vais le déplacer. Oui, ici, je sais, voilà. Je vais vous faire circuler 2 feuilles, un qui est marqué étudiant et l'autre enseignement. Alors, sur la question, au niveau des étudiants, j'aimerais que vous écriviez sur la feuille une caractéristique d'un étudiant qui réussit. Une caractéristique. Il y en a plusieurs caractéristiques chez ces étudiants-là qui réussissent. Je vais vous en parler. Vous allez écrire la façon que ça fonctionne, c'est que vous écrivez la caractéristique et vous pliez la feuille et vous passez au voisin. Je vais plier le crayon avec. On le plie comme quand on va voter? Absolument, comme quand on va voter. Exactement. Voilà. Je vais voir si c'est possible pour vous de faire 2 tâches en même temps. Je vais aussi demander pour l'enseignement. Je vais la faire partir ici. Donc, la question étant une caractéristique d'un enseignement efficace. Une. Vous écrivez et vous pliez. Ça va-tu pour j'ai une partie. Et une 3e tâche en même temps. Elle va débuter sa présentation. C'est là qu'on vérifie si vous avez un trouble d'apprentissage. C'est exactement ça. C'est le fait. Si vous passez à travers, c'est maintenant. Alors, vous passez à votre voisin, vous prenez le temps, quelques minutes. On n'est pas beaucoup. On peut le faire. On peut le faire. De mon côté, je vais vous parler de l'objectif de la conférence pendant ce temps. Alors, comme le disait Sylvain tantôt, on va regarder un peu quels sont les défis pour tout le monde et quels sont, en fait, si je vous lis la première, l'inclusion socio-professionnelle permet à toute personne de développer une identité, de se fixer un but, d'établir des relations, de développer des ressources, somme toute de donner une signification à sa vie. Avoir un problème de santé mentale ou un trouble d'apprentissage, c'est souvent associé à une stigmatisation, on va en reparler plus tard, une situation discriminante qui nuit à l'inclusion. Quel rôle pouvons-nous jouer, ceux qui sont à l'interne et ceux qui sont à l'externe,
afin de réduire les obstacles que vit un étudiant. Voici les questions qu'on abordera durant cette conférence. Moi, ce que je trouve merveilleux des PowerPoint, je vais vous dire, c'est qu'on vieillit et ça s'installe, on peut regarder ici. Parce que quand on regarde ici, ça marche. Je l'ai entendu. Tu lis ça sur l'écran. Moi, j'ai lu du bureau. C'est un peu, déjà c'est flou, tu vois, ici comme c'est tellement. Fait que je suis avec vous. Alors, quels sont les constats et les défis rencontrés par les personnes ayant un problème de santé mentale ou un trouble d'apprentissage? Ça va être plus la partie de Marie dans leur développement scolaire. Malgré que Marie a une double profession, est capable de travailler autant en santé mentale qu'au niveau des troubles d'apprentissage, alors que moi, je ne suis que limitée au trouble de santé mentale. Quels sont les constats et les défis des professionnels d'aide à l'intérieur des universités, ainsi que pour les services des professionnels d'aide à l'extérieur que je suis? Toutes ces questions touchent l'importance du projet scolaire comme moteur de l'autonomie de la personne ayant un trouble de santé mentale ou un trouble d'apprentissage. On s'obstine beaucoup sur les termes, vous allez voir, trouble de santé mentale, maladie mentale, troubles mentaux, chacun a ses définitions et ses expressions. Alors, une première statistique, on ne passera pas d'examen à la fin de cette conférence-là, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de chiffres. Je les laisse à Marie parce que ce sont les statistiques de l'UQAM. C'est un petit rappel de ce que Sylvain avait déjà expliqué ce matin, hein, que la montée de la clientèle émergente est très présente. On a juste à regarder dans le graphique ici, on le voit bien là, que la clientèle émergente, donc la clientèle santé mentale, trouble d'apprentissage, trouble d'attention avec et sans hyperactivité et les gens qui ont le trouble du spectre de l'autisme, fait partie de cette clientèle-là et la clientèle traditionnelle bien, elle est moins présente. Alors, on parle de 70 à 30 contre 30 à peu près. Donc, c'est pas une surprise, c'est la hausse de notre nouvelle clientèle et on doit s'en occuper. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Voilà. Prochaine. Alors, saviez-vous qu'au Québec, on compte de 10 à 12 maladies neuropsychiatriques importantes qui affectent 12% de la population? Une personne sur 6 souffre d'une forme de maladie mentale, puis si je ne me trompe pas, la statistique n'a évolué pas dans le bon sens, on va encore plus engraisser. 170 000 personnes ont reçu un diagnostic de maladie mentale. La schizophrénie, la maladie bipolaire et la dépression affligent 2% de la population, ce qui signifie 700 000 Canadiens, dont plus de 150 000 Québécois. Les troubles dépressifs ont augmenté de 36% au Canada entre 1995 et 2000, et je vous dirais que d'ici 2020, on prévoit que la dépression sera une des plus grosses maladies qui va affecter les populations. Environ 8% des adultes souffriront d'une dépression majeure dans leur vie. De 1990 à 2020, l'impact des maladies mentales et des troubles neurologiques augmentera de 40,5%. Les troubles anxieux touchent 5% de la population causant un handicap léger à grave, et je vous dirais que les étudiants que je rencontre le plus sont ceux qui ont des troubles anxieux. Ça, c'est pour nous notre grosse statistique. Les enfants de personnes atteintes de maladies mentales risquent de développer un problème de santé mentale dans une proportion de 30 à 50%. Là encore, je veux toujours spécifier que, bien sûr, quand on grandit avec des parents qui ont une problématique de santé mentale, ça se pourrait que psychologiquement, ça soit aussi difficile et qu'on développe aussi certains problèmes. Moi, je ne veux pas associer ça seulement à toute cause biologique, bien sûr. Oh, là, c'est plus moi. Oui, ça va, moi. Des constats. On est dans les constats. Alors, des constats sur l'incession scolaire. Le taux de prévalence de troubles mentaux est plus élevé chez les groupes de 15 à 24 ans que chez les autres groupes d'âge. Donc, vous comprendrez que c'est souvent au début de l'âge adulte qu'on apprend qu'on a un problème de santé mentale et que vivre avec un diagnostic représente bien sûr un défi supplémentaire à un cheminement scolaire d'études supérieures. J'ai mis études d'éducation parce que je constate aussi que c'est une difficulté et un défi pour les étudiants. Avoir une nouvelle éducation qui est parfois très lourde de conséquences et très lourde d'effets secondaires. Alors, ajoutons à cela les études, ça fait toujours un double défi.
Évidemment, on sait que vivant une problématique de santé mentale, ce qui vient avec ça souvent, c'est qu'on risque d'avoir une interruption temporaire ou permanente des études selon le diagnostic. Stigmatisation, on en a parlé tantôt, c'est l'autostigmatisation des étudiants vivant un problème de santé mentale, c'est une chose. Et bien sûr, quand on a des comportements qui sortent un peu de l'ordinaire, ça peut aussi être particulier pour les collègues dans la classe, pour les professeurs. Alors, c'est aussi un défi pour chacun. Méconnaissance des services d'aide, malheureusement, malgré tous les efforts que font les institutions scolaires présentement, il y a encore une grande méconnaissance de la part des étudiants sur les différents services existants à l'intérieur comme à l'extérieur des cégeps et des universités. Sans soutien adéquat, le maintien aux études et les tentatives de retour aux études peuvent être infructueux. Ce que je vous dirais, ce qui est intéressant, nous, on est en collaboration depuis 2006 pour corriger, mais ça passe vite le temps, c'est vrai. On manquait 2 ans. Oui, c'est ça. 6 ans de collaboration, excusez-moi. Ça change pas le nom, ça? Et oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis aussi de constater qu'avec un soutien adéquat, les étudiants réussissent encore mieux. Nous, on est là depuis 2006, donc on a pu voir que de travailler en partenariat, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des diplômes beaucoup plus que des échecs et que des abandons. Alors, c'est intéressant. Suivant, Madame J'aimerais avoir la feuille étudiant. Là, il y en a un petit peu, parce qu'on a fait cette place. Il y en a qui sont tous là. C'est bien beau, et le reste, c'est pas. Alors, si on regarde, avant de parler des forces des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, puisqu'ils sont parmi nous, puisque, en fait, ils accèdent, ils correspondent aux critères d'admissibilité de l'université. Il y a quelque chose qui fait qu'ils sont chez nous. Alors, et ils ont le droit d'être ici. Donc, un étudiant, ça doit être discipliné. Ça doit avoir de la persévérance. Ça doit avoir de la connaissance des droits et mesures des programmes. Excusez-moi, c'est pas la personne, c'est moi le programme. Encore de la persévérance, de la motivation. C'est toi? Bon, ça va s'arrêter, je ne sais pas comment. Excusez. D'enthousiasme et de la détermination. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Sens de l'organisation, un étudiant proactif, un étudiant qui s'appuie dans ses mots, les notions. Qui s'approprie, excusez-moi. Merci. C'est moi, c'est votre problème. OK, un étudiant qui s'approprie dans ses mots les notions. Ça, c'est un étudiant qui réussit. En tout cas, c'est des caractéristiques d'étudiants. Maintenant, on va regarder les caractéristiques des étudiants en type de santé mentale. Ça va nous aider. Alors, leur force dans l'apprentissage, c'est qu'ils se connaissent. Ils se connaissent et ils ont aussi une capacité de choix. Ils ont fait un choix maintenant ici. Donc, on sait que la persévérance, la détermination, la motivation, c'est en faisant un choix. Donc, ça va quand même assez bien avec les personnes que vous trouvez intéressantes. Ils ont des connaissances techniques, hein? Ils sont capables de. Ils ont des connaissances, ils ont appris des choses au niveau technique. Ils ont des expériences de vie professionnelles et scolaires. Et étonnamment, peut-être des expériences de vie qui sont un peu différentes de ce qu'on pourrait peut-être avoir quand on n'a pas un problème de santé mentale. Ne serait-ce que de vivre autour de nous avec des intervenants au niveau de la santé, d'avoir des rencontres médicales assidues, et à devoir parler d'eux, hein, parce qu'en fait, la santé mentale, c'est une femme, on doit beaucoup parler de nos croyances, de notre perception, ça touche beaucoup tout cet aspect-là. Et comme ça a de l'impact sur notre façon de vivre avec les gens, on parle beaucoup de ça avec les professionnels de la santé, psychologues, on peut passer à travers sociaux, tout ça. Donc, c'est déjà des expériences de vie assez particulières, assez riches.
Et des habiletés naturelles, donc qui font partie, qui ont des talents. Ça n'enlève pas soit leur créativité, soit leur compréhension de la science, soit ils en développent. Ils sont des gens, c'est des personnes en premier lieu. Donc, c'est tout ça qu'on a à garder, à prendre en considération dans la force d'apprentissage. Quand on parle de conséquences, il faut toujours se souvenir de nos caractéristiques d'étudiants qui y réussissent. On parle plus de difficultés de concentration. Hein. La problématique de santé affecte la concentration, de demeurer attentif longtemps. Il y a des troubles de mémoire, d'organisation. Oh, non, on touchait peut-être l'organisation avec nos personnes, nos étudiants efficaces. De diminution d'enthousiasme. On ne parle pas de motivation, d'enthousiasme. L'espèce de sprint du départ qu'on a, tu sais, celui que j'ai, tout le temps que vous allez avoir pendant les 35 minutes, mais ça, c'est plus d'énergie intérieure, mais cette espèce d'enthousiasme-là, qui est parfois variable, qui est plus collé à l'humain. Difficulté à exprimer clairement ses idées. Il y a ça parce qu'on n'a pas des idées, mais c'est de l'exprimer, c'est de le mettre en action. Une certaine lenteur, pas dire qu'ils ne le font pas, chacun son rythme. Et une fatigue, au niveau de l'endurance, la résistance au stress, et ça touche aussi le sommeil. Alors, on n'a pas touché beaucoup à ce que vous avez inscrit. Je trouve ça intéressant. Continue. Je ne fais pas plus de java, mais c'est bien de replacer les choses. On sait que les conséquences sur l'apprentissage, comme l'apprentissage, c'est quelque chose de social, hein, on va à l'université, on rencontre des gens, on travaille en équipe. Donc, quelquefois, ça touche les relations sociales, en avoir des satisfaisants, parce qu'on touche à la perception de comment je vois les gens, comment ils me perçoivent, comment j'interprète aussi ce que je vis. La difficulté de gérer des problèmes du quotidien, un humeur parfois instable, d'impulsivité, et quelquefois, quand les choses vont vraiment pas bien, ils peuvent flirter avec cette zone-là qui est assez difficile, mais qui est présente. C'est les idées suicidaires, ou en fait des moments de doute importants, puis qui peut-être les amènent, peut-être qu'ils vont aller plus vers ça, parce qu'ils sont plus touchés. Alors, il y a des défis à relever, mais pas les défis que vous m'avez parlé, parce que la persévérance, la motivation, en fait, on n'en a pas parlé. Ça ne semble pas toucher vraiment ça. Alors maintenant, les défis pour les professionnels. Ce qu'on a réalisé depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il y a une connaissance évidemment des problèmes de santé mentale. Et là, on parle, là vous allez dire, mais voyons, de quoi tu parles? Autant de méconnaissance au niveau des professionnels d'aide qu'au niveau évidemment des professionnels dans le reste des institutions scolaires, que ce soit les professeurs, que ce soit les secrétaires, membres de l'accueil. Il y a une méconnaissance des problèmes de santé mentale. À un moment donné, je rencontrais l'association des psychologues travaillant dans les collèges et les cégeps. Et ils me disaient que même eux avaient une méconnaissance des problèmes graves de santé mentale, une bonne connaissance au niveau du diagnostic et une méconnaissance au niveau de l'intervention. Alors, j'ai un étudiant qui se présente en crise dans mon bureau. Je peux faire un diagnostic rapide, mais de là à intervenir, c'est une autre paire de manches. Alors ça, c'est ce qu'on entend avec les professionnels. Isolement des différents professionnels, aide des personnels enseignants, sentiment d'impuissance et d'incompétence. Vous comprendrez que pour les professeurs, c'est très difficile d'avoir des étudiants qui ont un problème grave de santé mentale, de voir des réactions et de ne pas savoir comment intervenir. Est-ce qu'ils ont à intervenir? Là, c'est la question de l'heure. C'est quoi le minimum qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent faire une intervention minimale? Qu'est-ce que je fais quand j'ai un étudiant, j'entendais ça dans un cégep, j'ai un étudiant qui se met à siffler en début de cours, je lui demande d'arrêter, il n'arrête pas, il continue tout le long du cours. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai peur qu'il devienne agressif. On a beaucoup de cette peur-là. J'ai rencontré un psychologue dernièrement de Polytechnique avec qui on travaille ici. Et ce qu'il disait, c'est qu'il y a encore une peur qui est très présente dans les murs. Dès qu'un étudiant a une réaction agressive, c'est difficile de penser pouvoir intervenir sans se demander qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que l'agressivité va tellement monter qu'à un moment donné, on va avoir une réaction difficile. Un flou dans les rôles et responsabilités, évidemment, quand on est dans un travail de partenariat, nous, on arrive
en étant un petit peu pour les gens des institutions scolaires, l'expert au niveau de la santé mentale. Hein. Moi, je suis du monde de la santé, alors on collabore avec le monde de l'éducation. À quoi vous vous attendez de nous et qu'est-ce qu'on fait? Et on ne veut pas dédoubler les services existants, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ça aussi, il y a un défi là pour essayer de voir ce que chacun fait. Consolider les collaborations à l'intérieur des murs de l'université. Je dis université, puis je pourrais nommer aussi les collèges, parce qu'il y a des gens qui ne se connaissent même pas dans les services d'aide, dans différentes institutions scolaires. Alors, qui fait quoi? Et, ça aussi, c'était une des questions. C'est un défi supplémentaire. Partenariat avec le réseau de la santé et des services sociaux, le grand monde de la santé, où il y a de multiples intervenants. C'est difficile pour moi, étant dans le monde de la santé, d'avoir accès aux différents services parce que c'est pas seulement dans les collèges et universités qu'il y a une population grandissante au niveau des problèmes de santé mentale, c'est aussi dans les services de santé où c'est difficile. Alors, c'est sûr que d'avoir un partenariat immédiat avec un centre de santé, c'est tout un défi. Alors, pour des institutions scolaires, c'est très difficile. Je sais que tout le monde souhaiterait avoir un lien direct avec un centre de santé pour dire, bon, là, j'ai un étudiant qui va pas bien, je vous l'envoie à une évaluation tout de suite, psychiatrique s'il y a lieu, puis on vient avec une prescription de médication, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. J'ai discuté dernièrement avec la responsable de la clinique d'anorexie à Douglas qui me disait qu'il y a présentement 6 mois d'attente pour une jeune fille anorexique ou un jeune garçon anorexique, ce qui est plus rare, et 6 mois, c'est énorme quand on est aux études. Mais ça, puis c'est difficile d'avoir accès à une première ligne, c'est difficile d'avoir accès à une deuxième ligne. Fait qu'imaginez quand on veut avoir un service qui est un petit peu plus spécialisé pour un étudiant. J'ai besoin d'une évaluation psychiatrique pour un jeune étudiant. Je peux attendre. Si ce n'est pas considéré comme une urgence nationale, je vais attendre. Alors, c'est sûr que comment on fait puis qu'est-ce qu'on fait, ça nous incite à trouver des solutions créatives le plus possible, à utiliser ce qui existe dans le réseau, autant les ressources communautaires que les centres de crise, par exemple, qui peuvent jouer un rôle de première ligne. Assurer la définition et la mise en œuvre des services et des accommodements visant à mieux soutenir un étudiant qui vit un trouble mental. Je sais que il y a beaucoup de mesures d'accommodement qui existent. On s'est questionné longtemps et on se questionne encore sur comment adapter une mesure d'accommodement à quelqu'un qui vit une problématique de santé mentale. C'est pas la même chose. Puis, on sait tous qu'il y a certains étudiants vivant certaines problématiques, j'en ai une en tête, qui peuvent demander une quinzaine de mesures d'accommodement si possible. Et s'il y en a 20, ils vont en demander 20. Puis s'il y en a 25, ils vont en demander 25. Alors, comment on adapte ces mesures d'accommodement à la clientèle vivant en problème de santé mentale? Soutien aux professeurs, j'ai dit tantôt, j'ai de plus en plus de demandes de formation, de consultation de la part des professeurs dans les institutions scolaires parce qu'ils vivent quelque chose de difficile. Il y a même des syndicats de professeurs qui commencent à se demander si on ne devrait pas limiter le nombre d'étudiants dans les classes ayant un problème de santé mentale. Alors, c'est sûr que le défi, on le sent, on sent les craintes, on sent les inquiétudes, alors c'est un défi supplémentaire. C'est sûr qu'on pourrait faire une liste exhaustive exactement de tous les aménagements possibles, de tout ce qu'on peut faire. Mais il y a peut-être quelques petites stratégies gagnantes que je pense qu'il est important d'aborder. Puis moi j'aime bien l'exemple que Sylvain donne souvent, on a 15 semaines 2 fois, l'espèce de 15 semaines de session. Moi je suis nouvellement dans je suis ici. Puis ça c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé, la rapidité qu'on doit mettre en place des choses pour aider. Que ce soit des aménagements, mais même du soutien. Tout est très rapide. Et Dieu sait que moi, je suis assez rapide. Mais je pense que je pognais mon nœud ici. C'est très vite. Les semaines 2 fois, c'était à la hauteur de la rapidité que j'aime bien aller. Mais pour des étudiants que vous avez vu les caractéristiques où les choses doivent venir plus lentement. Pour des étudiants qui arrivent à l'âge où justement émerge plus souvent la santé mentale, c'est entre 15 et 24 ans. Il ne faut pas l'oublier. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé beaucoup ici. Donc, c'est des gens qui arrivent, puis c'est nouveau, autant que pour vous. À avoir 20, 21 ans et 22 ans pour sa première crise de panique à l'examen, c'est quand même quelque chose. Ils le vivent souvent la première fois à l'université.
quelquefois au cégep, mais souvent à l'université. L'anxiété qui peut émerger, la perte de concentration tout d'un coup parce que l'enseignement ici est très particulier, est très demandant au niveau de la concentration. C'est la première fois qu'il le vit ici, donc s'il le vit la première fois, nous aussi on peut arriver avec une première fois. Ce qui est souvent gagnant, je trouve que ça veille du bon sens, dans le fond, c'est discuter peut-être ouvertement de la problématique. Eux autres déjà sont pris avec ça. Si on insiste, on n'ouvre pas, en tout cas pour les intervenants qui sont directement liés, mais ça peut être aussi pour le camp professoral, des fois d'aborder, sans avoir besoin de chercher le diagnostic en tant que tel, mais d'aborder, surtout si l'étudiant en parle, de s'asseoir quelques minutes et de dire, bon, ben, même si je ne suis pas spécialiste, je veux quand même entendre ce que tu as à dire. Il y a établir clairement ses attentes, malgré au début des formations, les répéter au besoin, dans le sens que être quand même au clair dans ce qu'on a comme poste, par rapport à notre poste de travail, que ce soit la formation, parce que moi j'écrivais ça plus pour des enseignants, mais que même dans ton poste de travail, d'être clair dans ce que tu peux faire avec la personne. Il y a les mêmes exigences académiques, on en a parlé, Sylvain en a parlé ce matin pour toute personne qui est en situation de handicap, et surtout pour eux, parce qu'ils ne veulent surtout pas être différents, encore moins, c'est pas apparent, c'est sournois, ça arrive plus tard, ils ne savent même pas trop comment s'en sortir. L'information qu'ils ont de cette maladie-là qui émerge chez eux, là, ils n'en savent peut-être même pas beaucoup. Alors, les exigences académiques, on ne les change pas, on évite le traitement de faveur aussi, parce que c'est sûr que par la perception, par la peur d'avoir à vivre des symptômes associés à leur maladie, ils peuvent vouloir éviter, passer à côté, puis c'est souvent pas le meilleur. En fait, c'est d'avoir la même exigence, d'aborder le cours avec d'être évalué sur les mêmes paramètres de tout le monde. On peut parler de moyens, par exemple, le chemin qu'on prendra. Ça, c'est une on va pouvoir parler. Mais c'est ça. C'est les stratégies gagnantes. Pourquoi on en parle tant aujourd'hui au niveau de la santé mentale puis des troubles d'apprentissage? Je le mettrais aussi parce qu'en ce moment, c'est sûr, par des formations, au niveau de l'orientation, on regarde beaucoup ce qui se passe sur le marché du travail puis les besoins de travailleurs, les secteurs qui sont en demande, puis tout ça. Bon, ça, c'est un peu notre tasse de thé. Moi, je suis encore un peu avec ça. Là, ça reste toujours en tête. Mais je pense qu'il y a un manque criant de diplômés, de travailleurs dans certains secteurs. Est-ce qu'on peut exclure une quantité de citoyens? Moi, je me pose la question, surtout qu'ils peuvent se rendre à l'université. Les critères d'admissibilité sont présents. Alors, on peut-tu peut-être voir, essayer, soutenir ces gens-là pour qu'ils puissent aller vers leur projet professionnel. Et si jamais en cours de route, c'est pas concluant, peut-être les amener à aller dans le meilleur des domaines parce que de la main-d'œuvre, on en a besoin. C'est écrit partout. Je n'ai pas moi qui l'invente. On sait par des études, c'est les deux études que j'ai trouvées fort intéressantes, santé mentale au Québec dans 2 volumes. Je trouvais ça intéressant de trouver que c'était les préjugés qui étaient reconnus comme le principal obstacle de l'insertion des personnes atteintes de santé mentale. C'est vraiment au niveau des préjugés. Puis les préjugés, c'est souvent associé à la méconnaissance. On vit un peu au même problème, je pense que de des années, qu'est-ce qu'on vivait au niveau des personnes qui venaient d'autres pays, d'autres nationalités. C'est un petit peu la méconnaissance, donc on ne savait pas trop. Donc on a traîné peut-être les préjugés qui sont maintenant presque plus présents. Peut-être qu'on vit la même chose avec cette clientèle-là, si ça se pose la question. Dans ces 2 documents-là, c'était présent. L'impact chez ces personnes-là, parce qu'on se dit, ben oui, je veux bien qu'ils deviennent des travailleurs, je veux bien qu'ils aient travaillé à côté d'eux, je veux bien qu'ils participent comme citoyens de travailleurs, mais c'est parce qu'il y a aussi un bon impact financier. Moi, je suis du côté aussi, il faut que ça soit payant, ce cours-là. Ben, ça l'est parce que ça améliore leur qualité de vie, savoir, apprendre, faire partie de la population active dans une activité d'études, ça améliore leur qualité de vie, ils deviennent plus connaissants et plus capables de comprendre autant leurs problématiques que le monde qui les entoure. Soutenir et mobiliser le réseau naturel, ben oui, en tout cas, c'est moins lourd pour le réseau.
sont autour d'eux parce qu'ils se deviennent plus autonomes. Donc, c'est excellent. S'approprier du pouvoir, décider par eux-mêmes, moins attendre, justement, se libérer un peu de tout ce qui est le soutien. Plus ils vont être éduqués, plus ils vont comprendre ce qui leur arrive, plus ils vont participer, plus ils vont vouloir avoir de partie prenante dans leurs décisions qui les concernent. Prévenir les passages répétés à l'urgence et l'hospitalisation, oui, parce qu'ils ont un intérêt, oui, parce que je veux réussir, je vais prendre ma médication. Parce qu'en fait, prendre une médication dans quelque chose qui n'est pas apparent, c'est très difficile. Moi, je fais souvent un parallèle avec le diabète. L'épilepsie, ça c'est encore plus. L'épilepsie, un coup, tu prends ton médicament, tu n'as plus de symptômes, quand c'est bien contrôlé. Mais ça arrive qu'ils décident de ne pas la prendre. Parce que justement, à un moment donné, ça fait tellement d'années que tu prends ton médicament, est-ce que vraiment j'ai encore l'épilepsie? Le diabète, c'est la même chose. Rarement qu'ils vont se risquer parce qu'ils savent tout le dommage que ça peut créer. Oui? Hein? Que le goût de... Pardon? J'ai personnellement l'épilepsie, puis même si je suis contrôlé, je veux dire, j'ai des dommages collatéraux, puis j'ai à les exprimer, puis à les faire valoir. Absolument. C'est plus. Puis parfois, le stress ambiant entourant la situation m'amène à avoir des crises d'épilepsie. Absolument. Donc, c'est pas valorisé d'être contrôlé dans cette situation. C'est vrai, mais en même temps, comment je pourrais... En tout cas. C'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe, c'est ça. Je veux dire, ce qui est les dommages neurologiques qui sont de la concentration, la coordination, ben là, c'est encore, tu dois apprendre à les communiquer de façon experte dans le langage. Oui. Donc, je veux dire, apprendre des bons mots, ça ne veut pas dire que tu vas les apprendre à 25 ans, ça veut dire que tu peux les apprendre à 40 ans. C'est un peu, peut-être, le parallèle qu'on peut faire avec la bipolarité. Souvent, les étudiants, comme dans l'exemple que tu donnais, vont avoir un diagnostic de bipolarité quand ils sont à l'université. Ils vont bien, ils arrêtent la médication. Ils vont mal, tout se désorganise. Et c'est là-dessus que tu dis non, la médication, si tu la prends, je peux t'aider. Mais à partir du moment où tu arrêtes la médication, moi, mon travail aussi arrête dans le sens que je ne peux pas aller à tes cours à ta place. Et là, on mange moins, on est dans une phase soit active ou dépressive. Donc, l'étudiant se désorganise et c'est tout, pas juste le pan de vie scolaire qui s'effrite, mais c'est la relation de couple, la relation familiale, les relations avec les professeurs. Et là, tu veux dire à l'étudiant, si tu prends cet axe-là, tout reconstruire ça va prendre 3 puis 4 sessions peut-être. Donc, c'est là de dire que c'est pour ça qu'adhérer à un programme, quand ils vont probablement plus avoir le goût de maintenir tout ça. Juste parce que, et nous autres aussi, quand on a à faire des efforts pour étudier, on a le goût de mettre tout ce qu'il faut autour pour justement, parce qu'on y tient à ce projet-là, ça a de l'impact sur la personne, sur sa qualité de vie. C'est ce qu'on veut. Donc, ça permet de prendre en charge sa santé, réduire ses symptômes, prévenir les périodes de crise, maintenir des activités, être dans la communauté, être en relation avec les gens et faire usage de façon significative de son temps. Mais c'est ça, être un citoyen responsable. C'est une retombée importante pour ces gens-là. Finalement, comme je vous dis, économiquement, le système de santé est soulagé, c'est ce qu'on veut, ça a l'air qu'il n'y a pas beaucoup, c'est dur, on manque d'effectifs. L'assurance emploi et l'assurance chômage aussi, peut-être qu'il y a moins de monde qui sont là-dessus. En tout cas, les autres, ça les évite d'aller dans cette zone-là. Alors voilà, c'est un peu tout ça. C'est la même chose que pour n'importe quel étudiant en situation de handicap ou pas. C'est à 20 ans avoir une routine de vie dans laquelle tu vas être capable d'être fonctionnel. La personne en situation de handicap a peut-être des défis qu'elle vit à un moment où d'autres ne vivent pas ça, mais les deux ont en commun le même parallèle, c'est-à-dire de faire face à des défis, les surmonter. Une préparation à des examens, 2 ou 4 cours amène du stress. Chez la personne concernée, il va en amener plus, et s'il n'y a pas un pivot central, la personne ne sera pas en situation de réussite. Des fois, l'anxiété, elle n'est pas juste contrôlée par les médicaments, elle est ventilée parce qu'elle s'assoit, non pas l'anxiété, mais la personne s'assoit devant une autre personne et lui fait part qu'elle est anxieuse. Et là, il s'installe une relation, on vient juste d'enlever la vapeur nécessaire à ce que ça peut continuer de mijoter encore et sans exploser. C'est ça, je pense, la réussite.
Oui. La difficulté, souvent, santé mentale, mais peut-être pour d'autres clientèles aussi, c'est la période où ils vont décompresser, ou tomber en dépression. Je ne sais pas, parce qu'on veut qu'on passe nécessairement au travail. Et je trouve que ça met les gens en situation d'échec. Puis on voit aussi, même avec une déficience physique, ça peut être ça aussi, à un moment donné, tu es plus malade, ou tu dois décrocher pour une raison ou pour une autre quand c'est... Oui. Ouais. Et là, c'est parce que je trouve que la façon dont on gère l'enseignement est sur des périodes janvier à mars. Absolument. Ça passe ou ça passe. Le 15 semaines. Le 15 semaines. Tu crées. Absolument. Et là, ben même, ça peut être sur l'année parce que les cours fonctionnent par ça aussi. Donc, à mon avis, il y aurait comme des ajustements à faire sur la gestion du temps. Parce que je trouve que c'est placer les étudiants dans une pression, dans une situation d'échec. Je trouve ça. C'est juste une fois que tu décroches. C'est difficile de rembarquer. Je trouve ça hyper intéressant, puis c'est les questions que les étudiants viennent me poser. En tout cas, moi, pour les clientèles, puis c'est une bonne partie de la clientèle, effectivement, se posent ces questions-là. Et même les professeurs se posent des questions quand ils m'appellent. Effectivement, comment leur permettre de réussir quand il y a des délais comme ça aussi serrés? Il faut être créatif, mais il y a des possibilités. Je pense que le cadre peut le permettre. Il faut travailler avec chaque étudiant. Et c'est ça, c'est ces enjeux, c'est sa capacité de faire des choix. En combien de... Tu sais, ils ont des décisions à prendre, genre, dans combien de semaines, dans combien d'années tu veux faire ton cours? Est-ce que tu vas le faire à la même vitesse que les autres? Est-ce que c'est si important? C'est quoi tes enjeux? C'est possible de jouer là-dessus, mais il faut accompagner l'étudiant à réfléchir à ça, parce que quand lui arrive, puis il voit les structures des programmes, là, c'est marqué temps plein, puis telle session que je prends ce cours-là, puis tel, il se fait prendre comme tous les étudiants, là. Il veut réussir. Persévérance et motivation, ils l'ont, là. Je vous le dis qu'ils l'ont. Parce que là, depuis tout à l'heure, on dresse le tableau des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. J'ai pas vu manque de persévérance et manque de motivation. Non, pas du tout. Je t'ai coupé. Non, c'est tout à fait ça, en fait. Et c'est là où je pense que l'étudiant, peut-être que c'est 3 cours à la session d'automne, puis 2 cours à la session d'hiver, ou un cours à la télé, plus un cours ici, et jouer là-dessus. Mais ils ont tous, et c'est la beauté et le défi, le même souci de réussir, mais ils veulent le faire dans les mêmes temps que tout le monde. Et on dit, regarde dans le journal de bord, j'ai demandé de faire, tu as pris 5 cours à la session passée, puis tu en as pris 6 à la session d'hiver, puis tu n'as pas été capable d'en finir 3 sur l'ensemble de tes cours. Pourquoi en prendre tant? Et là, ça revient, là, oui, tu as raison, mais ça, c'est un travail quotidien de recadrage et d'expliquer. Personne n'a envie de pointer le meilleur de sa classe. Si on avait tous le choix, on aurait tous 6 pieds, 4 pieds d'épaule, on serait blond les yeux bleus pour un gars, genre. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où tu n'as pas ce barème-là, puis que tu veux absolument, mais si ton idéal, la norme, c'est ça, tu vas souffrir longtemps. On dit, la norme, c'est toi. Je dis, ne crains pas de marcher lentement, crains seulement de t'arrêter. Un proverbe chinois que j'aime beaucoup. Petit train va loin au Québec, ça serait à peu près la même chose. C'est ça qu'il faut dire à l'étudiant et revenir constamment parce que ça fait partie de la petite roulette dans la tête qu'il a entendu, mais il l'entend, mais il ne l'applique pas. Il va continuer puis il va persévérer jusqu'à temps que ça pète. Et quand ça pète, c'est pire, là, parce que c'est le projet universitaire, c'est l'estime de soi, tout dégringole. Et après, on n'est pas sûr qu'il va vouloir revenir à l'université. Parce que lui ne sera peut-être pas prêt, cet individu-là, ou le corps professoral, s'il est parti dans une situation de crise aiguë, il y a des mythes et légendes qui vont être compliqués à reconstruire. Là. Je pense qu'il y a une ouverture et un accueil. Je pense qu'il y a une belle évolution à ce niveau-là aussi, dans les institutions d'études supérieures. Je pense qu'il y a vraiment une plus grande ouverture et un accueil de l'étudiant avec ce qu'il est, puis que les gens essaient vraiment dans les services de faire ce qu'ils peuvent au maximum pour que l'étudiant puisse poursuivre son cheminement scolaire, malgré le fait qu'il va y avoir des difficultés temporaires. Parce que ça, on les prévoit. Puis il y a aussi la difficulté, j'écoutais monsieur tantôt, puis je me disais, c'est vrai qu'il y a une difficulté au niveau, c'est pas parce qu'on prend une médication que tout est magique. D'ailleurs, pour un jeune qui prend une nouvelle médication, se retrouver gelé pour un petit bout de temps, c'est très difficile parce que ça atténue plein de belles possibilités qu'un jeune a. Chez les jeunes garçons, en autres, j'en entends beaucoup, puis je me dis, c'est très difficile pour eux de penser prendre une médication qui va les geler autant qu'on en a. Puis je me dis, on a un travail vraiment d'équipe à faire et ça aussi, ça fait en sorte que ça devient plus facilitant pour les étudiants. Alors, les troubles d'apprentissage. Encore des étudiants. Alors, les troubles d'apprentissage, il
fois, quelquefois, c'est un peu mêlant. Qu'est-ce qui est une difficulté? Qu'est-ce qui est un trouble? Pour revenir un peu à la définition que Sylvain a donnée ce matin, qui est le côté permanent, significatif et permanent, le problème, et que c'est d'origine neurologique. Les recherches ont été assez bien faites à ce niveau-là. On se demandait justement, pour que ce soit une déficience fonctionnelle majeure, ils mettent dans l'organique parce que c'est neurologique et tout ça, mais je pense qu'on ne se trompe pas vraiment. Il y a quelque chose de très neurologique là-dedans. Donc, ça touche quoi? Ça touche quoi un trouble d'apprentissage? Ça touche quoi? Ceux qui en connaissent un peu? L'attention. L'attention. Qu'est-ce qui vous vient l'idée, là? La capacité de lire, de faire des mathématiques. De thématiques, lecture, concentration, l'écriture. Bon, donc, vous les connaissez très bien, vous connaissez votre monde. Donc, coordination, impulsivité aussi, oui. La concentration, la mémoire. On parle de quelque chose de cognitif, hein. Motricité fine et lecture orthographe, ce que vous avez nommé, les fonctions exécutives, planification et organisation, il ne faut pas oublier. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches à ce niveau-là, puis étant donné que je fais de l'évaluation moi-même au bout du record mental, alors, pour bien connaître toutes les commissions, les fonctions exécutives supérieures, ce qui est demandé à l'université, c'est peu touché quand on parle de troubles d'apprentissage. Il y a certains troubles, oui, mais la plupart, ça touche plus la coordination, l'attention, l'impulsivité, l'organisation, qui est plus les deux filtres qu'on doit passer quand il y a un message qui rentre dans notre tête jusqu'à le traiter avec les fonctions supérieures, qui est la compréhension de ce que vient d'être dit, qui est la capacité d'attention, concentration, hein, de maintenir l'information puis de le traiter. Puis de l'adressage aussi, de transformer en mots. Ce que j'entends, ça a des mots. On apprend ça la première année, comment c'est difficile, on demande aux enfants de regarder une image, de regarder des lettres, on leur fait recopier pour que ça s'imprègne dans leur tête. C'est ces fonctions-là qui sont utiles. La compréhension est là. Et ils doivent passer à ces deux étapes-là. Comprenez-vous? C'est ça qui est un petit peu difficile, mais peut-être que c'est possible d'être pallié parce qu'on veut avoir accès à cette connaissance-là, qu'ils comprennent bien et qu'ils savent très bien, qui est vraiment les habiletés cognitives, l'intelligence, comme on peut dire, qui est très présent. Donc, ce qui est plus fréquemment vu à l'université, on a des listes, déficit de l'attention avec essence d'hyperactivité, je pense qu'on a dyslexie, dysorthographie, ça vous dit quelque chose, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie, trouble de mémoire, syndrome des exécutifs. Alors, à peu près ça. Ils sont permanents, incapacitants et atteignent le fonctionnement scolaire depuis longtemps. On les voit des fois déjà à l'élémentaire, au secondaire. Donc, souvent, ils arrivent déjà on a quand même le trouble d'attention avec les sensibilités activité, il y a une petite recrudescence parce que ces gens-là, quelquefois, sont perdus dans le trouble d'apprentissage, mais ne sont pas très bien diagnostiqués au niveau du primaire et du secondaire. De plus en plus. Alors, ils arrivent avec ça. Donc, le trouble d'apprentissage, soyons clairs, ce n'est pas une faiblesse intellectuelle. Quand on passe le test d'intelligence, le Westler, le WIST 4, si vous voulez, les tests d'intelligence qu'on utilise, quand on fait tout ce qui est au niveau de l'intelligence verbale et non verbale, et tout ce qui est qui ne demande pas la mémoire et qui ne demande pas de la vitesse d'exécution, souvent, je les vois dans les rapports, c'est excellent et même supérieur à la moyenne. Donc, c'est un petit peu embêtant de dire qu'ils n'ont pas d'intelligence. C'est pas possible et c'est ouvert au niveau des tests neurologiques. Il y a des troubles sensoriels, ce n'est pas un manque de motivation, c'est pas dû manque de parents ou d'opportunités d'apprentissage, troubles psycho-affectifs. Il y a des fois, quelquefois, avec ça, mais c'est pas toujours nécessairement que ça. Voilà. Alors, ça augmente, bon là, il y a de la prévalence et tout ça, mais bon, on est d'accord, ça augmente à l'université. Les défis, hein, c'est la gestion du temps. Et quand on parle de 15 semaines, j'aime bien ça, là, on est vraiment encore pris avec ça, avec ce délai-là du 15 semaines. Donc, ils doivent gérer leur organisation, la planification de leur session. Il y a des problèmes de procrastination, tendance à remettre à demain, commencer une tâche, la lecture qui est difficile aussi, la planification, la structure de rédaction de texte, les oublis fréquents. Donc, on parle pas de ne pas comprendre la matière. C'est tout ce qui est ses outils. Hein, c'est un peu comme l'ébéniste. C'est sa boîte à outils qui, des fois, son marteau fonctionne un peu moins bien. Peut-être que dans son coffre à outils, tous ces outils sont un peu mêlés, ne sont pas bien classés.
il sait très bien qu'est-ce qu'il doit utiliser pour travailler son bois. Mais quelque part, il cherche son aiguille de quelque part. Excusez-moi, j'ai un conjoint qui fait de la construction, ça m'intéresse. Je le vois. Alors, c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de dyslexie, on parle encore une fois d'une intelligence adéquate, l'enseignement conventionnel, instruction suffisante, des opportunités socio-culturelles, c'est difficulté persistante dans l'apprentissage de la lecture. C'est exactement ça. C'est vraiment une lecture qui est plus lente, une lecture imprécise au niveau des sons, des mots. Encore une fois, c'est les outils, son coffre à outils, qui n'est pas adéquat. Ce n'est pas un manque de compréhension de ce qui est présenté, de la notion. L'abstraction est souvent présente. On peut l'évaluer très bien dans les tests cognitifs. Alors, la dysorthographie aussi, je ne pensais pas tout parce que c'était vraiment des connaissances de la maladie. Ce qu'on sait par contre, ce qui est assez universel pour ces deux clientèles-là, plus de temps pour compléter l'examen, l'aide à la lecture, les logiciels adaptés, le local restreint, les preneurs de notes, les tuteurs, les soutiens. C'est pas quelqu'un qui explique la matière. C'est tout autour des outils qui permettent de décoder. Quand on parle d'un logiciel, c'est un outil plus raffiné que la grosse scie. On va chercher un petit aiguille qui va faire les petits coins, qui va l'aider à arrondir. On parle de... On va venir un petit peu en arrière. On parle de plus de temps, c'est le temps que cette personne-là, parce que des problèmes de concentration, qu'elle puisse se calmer, s'installer devant son examen, reprendre un peu ses esprits, comme on dit, et de pouvoir venir dans le banc. Passion. Oh, wow. J'aime ça, je veux savoir qui est. Non, je veux pas ça. La capacité de faire de la pédagogie différenciée, excusez. Être et motivé par son emploi. Excusez, c'est la personne qui a écrit ça, être mieux aimé, en tout cas. S'adapter aux étudiants, hein? Ça, c'est pour tout le monde. Il faut être patient. Donc, si on regarde, c'est quoi les enseignements gagnants pour eux? Des activités multisensorielles, un petit peu différenciées, pas toujours utiliser le même mode. De toute façon, qui peut dire qu'il est bien dans tous les modes d'enseignement? Donc, peut-être rendre ça plus diversifié. Des objectifs réalistes et des priorités à court terme, à mieux s'organiser, juste mettre ça un petit peu plus en séquence. Pas obligé de, c'est pas prendre par la main, il ne faudrait pas aller vers ça, mais quelque chose qui ressemble à ça. Encourager et appuyer de façon personnelle les efforts. Hein, on a parlé d'être proactif, d'être bon réalisateur, d'être à l'écoute. Faire des liens, des associations qui facilitent la mémorisation. Hein, c'est peut-être, je sais pas, dans les méthodes, là, je ne sais pas trop ce qu'on aurait dit. Relier les nouveaux apprentissages à des acquis anciens. Hein, faire des liens. Bien, quand on est passionné, souvenez-vous d'un bon prof passionné. Souvent, il raconte des choses par rapport à ce qu'il a appris ailleurs, il nous fait des liens, il nous raconte même des choses plus personnelles. Moi, c'est les profs que j'ai accrochés, même si c'était un peu moins organisé. Expliquer l'utilité des apprentissages nouveaux, du simple au plus complexe, utiliser l'agenda, les cahiers de bord, hein, les obliger à écrire ou de donner des étapes, des dates. Je suis surpris des fois, je demande à mes étudiants, est-ce que les dates, oui, mais on n'est pas encore calmé tout à fait. Peut-être ça nous permet d'être plus organisés. Encourager l'expression orale par d'autres moyens, comme je vous dis, d'être original dans notre façon autant d'enseigner, mais aussi de demander que l'information soit donnée ou qu'il nous explique ce qu'il a appris. J'aimais bien Philippe qui avait donné un exemple pour un étudiant. Si tu n'es pas capable d'organiser ton travail, raconte-le. Dis-le. Enregistre-toi, puis écris-le après. Ben oui. Peut-être qu'on va arriver à un moment donné, il va y avoir des examens en gros avec l'écran, peut-être, avec la nouvelle technologie, peut-être qu'on trouve des choses extraordinaires. Donner clairement et par écrit les avis d'annulation, les détails, les travaux, les horaires, ça facilite, ça décongestionne la partie qui doit mémoriser plein de choses dans la tête. Tiens, c'est calé sur un papier. Souplesse dans les horaires, c'est marqué souplesse là-dedans. Autoriser une paye d'eau, oui. Ben ça, je pense que c'est courant, mais je sais pas. Bon, aussi l'opportunité d'utiliser un ordinateur ou un enregistrement. Oui, c'est peut-être intéressant. Je sais que ça peut être difficile, les professeurs ont des fois des contenus très propres à eux, puis ils ne veulent pas que ça soit divulgué ailleurs.
Mais moi, j'apprécie beaucoup les professeurs qui, quand je marque autorisation d'enregistrer, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je me demande, des fois, de pouvoir revoir. Tu sais, on aime bien relire un livre. Pourquoi on n'aimerait pas revoir un cours pour être sûr d'avoir des compléments? Ces aménagements ne demandent pas ou peu de coûts. Ils peuvent faire toute la différence. Ça permet surtout de réduire le stress. Parce qu'en fait, qu'on parle de santé mentale, qu'on parle de TDAH, qu'on parle de TA, ça touche vraiment une sensibilité au stress. Tout ce qui est stressant augmente les problèmes de concentration. Pensez à vous quand vous êtes un peu plus stressé, parce que ça arrive à tout le monde, à moins que quelqu'un, ça change jamais arrivé, mais on devient un peu plus perdu, un peu plus mêlé, un peu moins concentré. On oublie des choses qu'on se dit comment ça se fait que j'ai oublié ça. Ça a du sens, cette affaire-là. Ça va même la même chose pour vous. Voilà. Alors, ça, c'est les services qu'on peut, quand on pense aux étudiants qui ont une problématique. Donc, ici, il y a le soutien à l'apprentissage. Vous avez ici, digne représentante ici. Pour faire du dépistage et pour aussi avoir du soutien. Il y a des références auprès des médecins. C'est sûr qu'une personne qui a un trouble d'attention, des fois, j'ai décidé de me voir j'ai mon attention, ça va pas bien, je comprends plus rien. Situationnellement, tu peux avoir une pression telle qui fait que tu n'es pas capable de te souvenir des choses. Et il y a aussi le trouble d'attention. Il faut peut-être faire le ménage. Donc, il y a des spécialistes qui peuvent faire cette évaluation. Il y a du dépistage qu'on fait ici à l'UQAM, et nous aussi, quand on les rencontre, on fait un peu de ménage à ce niveau-là. Il y a les neuropsychologues qui peuvent faire cette évaluation-là, les psychologues spécialisés, les orthophonistes, les orthopédagogues bientôt. En tout cas, moi, ils sont très utiles au niveau de comprendre très bien, au niveau d'écriture, c'est où ça fait. Parce qu'il faut comprendre, même un trouble d'écriture, c'est pas tout de l'écriture qui est un problème. C'est aussi bête que ça. Donc, ça demande vraiment de comprendre la problématique. Il faut que l'étudiant se l'approprie aussi pour mieux l'expliquer. Et il y a les spécialistes pour les personnes qui ont un trouble de santé mentale prévus ici, présent. Mais en fait, moi, j'ajouterais juste à ce niveau-là qu'il y a plusieurs portes d'entrée pour un étudiant. Oui. Ce qui est important, c'est justement d'avoir plusieurs portes d'entrée pour savoir qu'on peut avoir de l'aide et du soutien dans l'institution. Ah oui, beaucoup. Et il y a évidemment le service chez nous qui a aussi accueilli et soutenir. Ils peuvent venir nous voir et pour tout ce qui est au niveau des aménagements, c'est bien sûr qu'on est là pour mettre en place ce projet-là. Oui? Oui, tu me fais penser en nous mentionnant comme dépisteur. Oui. Nous, on a un classique dans nos bureaux qui est l'étudiant qui vient nous voir en disant Là, je sais pas, mais je pense que j'ai un trouble, je le sais. OK, t'as combien de cours? 4. OK, tu travailles combien d'heures par semaine? 30. Oui. OK. Puis c'est ta première session? Oui, mais je sais que je suis malade, je sais que j'ai un problème, je sais que j'ai mal, je sais que... Et ça, c'est un classique. Aussi, la majorité des étudiants qui ont des pistes n'ont pas de trouble parce qu'ils sont juste en mauvaise gestion de leur temps ou dans l'espoir qu'ils vont pouvoir avoir leur bac en 2 ans, mais ils vont devoir faire un rapport, etc. C'est sûr que cette clientèle-là est mêlée avec cette vie-là que les étudiants normaux ressentent et eux aussi le ressentent. Donc, faire du ménage à ce niveau-là, je pense que c'est important. Donc, quand on rencontre des gens qui ont ces discours-là, moi, j'aurais tendance à être, c'est comme les cas de suicide. Les suicides, ils parlent de suicide, c'est du sérieux, c'est pas vrai. Moi, dans le doute, là, j'ai toujours l'impression que c'est peut-être important de prendre ça en considération. Est-ce que c'est vraiment vers un trouble ou c'est un problème? C'est peut-être difficile à évaluer, mais des années à consulter là-dessus. Regarde, si tu le ressens et pour toi, c'est handicapant en ce moment, ça t'empêche de bien fonctionner, ça vaut la peine d'en parler. Et comme Daniel dit, il y en a des services ici pour en parler. Que ce soit le service, en premier lieu, je pense que quand on ne sait pas si on l'a, le service de la vie étudiante, le service conseil et tout le service qui est là. Et quand on a une problématique, c'est sûr que chez nous, s'ils viennent au service, on comprend cette situation-là et on peut faire quelque chose rapidement. Faire le ménage dans j'ai 30 heures de travail puis je veux faire 30 heures de cours, tu sais. En tout cas, oui. Mais je veux dire, souvent, quand on se trouve ce cégep à l'université, on a peur que si ça a une incidence sur la relation avec le professeur, ça va avoir une incidence sur la façon dont la correction va se faire. Et là, ça, c'est pas dit. Oui. C'est vécu. Oui. C'est existant, c'est présent. Absolument. Puis ça amène l'étudiant parfois à faire le choix de ne pas entamer
la relation ou les services avec lesquels, je dirais. Mais moi, j'ajoute encore la méconnaissance engendre le préjugé. Si la personne se cache, n'en parle pas, et que le professeur ne comprend pas ce qui se passe devant lui, ben, c'est de la méconnaissance. Et la méconnaissance, qu'est-ce que ça fait? On tombe dans le préjugé. Non, mais voilà. Tu sais que tu vas avoir une deuxième session avec Oui. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut sortir du placard, quelque part. Votre expérience, elle est plus du cégep. Et c'est là où la différence majeure entre l'université. C'est qu'au cégep, la lettre qui est envoyée au professeur sans que le professeur ait jamais été en contact avec l'étudiant. Donc, les professeurs recevaient une lettre d'un service disant dans sa classe, il y a un étudiant qui a besoin de ça, sans savoir qui était l'étudiant. À l'université, depuis plusieurs années, on fonctionne à l'inverse. On donne une lettre à l'étudiant dont les mesures sont validées par le professionnel du service. On demande à l'étudiant d'aller la remettre au professeur. Et là, le professeur, parce qu'à lui, il y en a 450 dans sa classe, parce que c'est une lettre qui vient de notre service, il va se développer une relation. Il va savoir que, non pas à la fin de session, mais en début de session, ah, c'est vrai, j'ai un étudiant. On ne dit pas nécessairement le diagnostic, mais on dit toujours, comme je disais tantôt, il y a une relation à trois. Le conseiller, l'étudiant, le professeur. Le professeur, si on veut qu'il tienne compte des aménagements, il a intérêt à savoir c'est qui son étudiant. Pas dans le but de discriminer. Moi, je n'ai pas vu, Pierre Daniel, des profs à l'université qui veulent dire « je vais couler l'étudiant ». Au contraire, ils veulent aider. Donc, à partir du moment où ils veulent aider, c'est mettons en amont une relation rapidement. Ça ne veut pas dire que l'étudiant va retourner voir son professeur, mais on va l'avoir révisé que dans sa classe, il y a un étudiant qui va passer ses examens à l'extérieur de la classe, qui va avoir du temps supplémentaire. Il est déjà avisé par l'étudiant à la première ou deuxième session. Les fois où ça se passe mal, c'est quand la lettre est remise à la 10e ou 12e semaine. Là, le professeur, ben, comment ça fait que je n'ai pas été avisé avant? J'aurais peut-être pu l'aider, j'aurais donné accès à mes PowerPoint, j'aurais dit viens me voir dans mon bureau. Et c'est là-dessus qu'il faut terminer. Alors que dans tous les cégeps, je ne l'ai pas dit ce matin parce qu'il y avait beaucoup de gens des cégeps, la relation est venue du service vers les professeurs et ça a amené énormément de fermeture du corps professoral. Pourquoi? C'est qu'on dit dans ta classe, il y a quelqu'un qui peut se désorganiser, mais je te dis pas qui. Fait là, lui, il dit, hey, lui, il se gratte bizarrement, ça doit être lui. Lui, il boit beaucoup d'eau, ça doit être lui. C'est pas comme ça. Et l'empathie n'est possible qu'à partir du moment où je connais un petit bout de ton histoire. Et rappelez-vous ce que la Commission des droits de la personne a dit ce matin. On est obligé d'intervenir à partir du moment où il y a une demande clairement identifiée. Donc, à partir du moment où l'étudiant, il le dit à son professeur, moi, là, comme professionnel, ou Marie, Gilles, ou Philippe, on est obligé de dire au professeur, excusez-moi, vous aurez une lettre telle date, vous devez accorder une reprise pour X raison. Ça nous donne, et là, le professeur fait oui. Il ne faut pas oublier que le professeur à l'université, il est chercheur aussi. Il peut donner peut-être juste un cours dans toute sa session. Donc, il faut travailler avec lui parce qu'il est garant des exigences académiques. Mais en même temps, il peut nous dire, attendez, je vais changer pour lui, pas un examen, un travail écrit, et c'est lui qui va décider. Mais ça doit se faire en complémentarité avec le besoin de l'étudiant ou de l'étudiante, puis le professionnel en place. Et c'est là-dessus que je pense qu'on doit miser, que les cégeps ont peut-être dû miser au départ. Mais il faut juste comprendre que le défi pour tout le monde, pour l'étudiant, pour les services, puis pour l'établissement, c'est le 15 semaines. On a 15 semaines pour devenir des champions dans un domaine. Et si l'étudiant arrive à la 9e semaine, c'est très difficile de recorriger. Le Titanic, il a eu beau le voir, l'iceberg, il est rentré dedans. Donc, travaillons en amont. Ce qui est intéressant, c'est que les professeurs sont souvent un peu démunis dans la créativité de trouver des moyens. Ils sont bien d'accord, mais ils sont paralysés parce qu'ils doivent donner leur matière, ils ont plein d'autres tâches à faire. Ils ne savent pas comment créer quelque chose qui correspond à l'étudiant sans justement altérer l'exigence du cours. Et quand ils m'appellent, c'est souvent ça le problème. Et quand je commence à faire un brainstorming des possibilités,